Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Animé par Ludovic Gavard. Et bonsoir à tous, chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour 1h30 de handball. Vous êtes plus en plus fidèles pour nous accompagner pendant 1h30, parler de votre passion. Et nous vous en remercions. Beau programme ce soir. C'est la dernière ligne droite du championnat. Justement, ce championnat remporté officiellement jeudi par Montpellier suite à la défaite de Chambéry. La bonne opération est pour Saint-Raphaël qui revient à une petite longueur des Chambériens dans la course à la seconde place. On reviendra également sur la lutte exceptionnelle en bas de tableau et la victoire de Paris. Petit tour vers la Pro D2, les comptes sont simples, il manque qu'un point à Aix pour être champion. On reviendra également sur le parcours de Saintes cette année avec le coach Franck Maurice, qui est également président de l'association Handballez-vous, qui organise le sandball, le hand de plage. Et puis on reviendra également sur la LFH et puis sur la Challenge Cup. Pour m'accompagner ce soir, les deux spécialistes, les deux professionnels du hand, deux joueurs de talent qui devraient se rencontrer normalement la saison prochaine pour un choc Tremblay-Aix-en-Provence. N'en jetez plus, vous les avez reconnus, Michael Ilès et Benoît Perabou. Bonsoir messieurs, salut. Comment allez-vous? Salut, ça va. Bonsoir à tous. Et puis, bien entendu, vous le connaissez, c'est la voix d'LPA et maintenant de la cultissime interview décalée. Stan Aguilar est également là. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Stan. Et puis on va commencer avec l'info de la semaine, c'est tout simplement, alors il va pas tarder à appeler, donc on va parler un peu de l'info. C'est Montpellier qui est champion de France. Bon, c'est pas une surprise, on le savait. Bon, c'est peut-être plus une surprise que ça soit sur une défaite de Chambéry face à Nantes quand même. Nantes qui ne jouait plus rien dans ce championnat. C'est sûrement la seule équipe avec un faible espoir de jouer l'Europe et d'accrocher la Ligue des Champions, mais quand même ça va être difficile. Et c'est super quand même pour cette équipe de Nantes qui a joué le jeu, Benoît. Ouais, une très belle prestation des Nantais qui ont fait une excellente première mi-temps et qui ont dominé de la tête et des épaules cette première mi-temps en réussissant pratiquement tout ce qu'ils entreprenaient. Et encore, ils ont eu face à un très grand gardien du Moulin qui a sauvé la baraque en première, mais ça aurait pu être encore plus lourd que c'est plus 10, je crois, il y avait déjà à la mi-temps. Ouais. Donc ils ont vraiment joué crânement leur chance avec une équipe en plus amoindrie. Donc on a vu arriver déjà de jeunes talents. Donc c'est bien aussi pour le handball français. Il y a déjà un potentiel arrière gauche qui monte le bout de son nez déjà, alors qu'il a encore que 19 ans, je crois. Donc c'est encore de bon augure pour le handball français. Mais c'est vrai que Nantes a fait un match de grande qualité en première. En deuxième, ça a été un peu plus compliqué avec le changement de défense des Chambériens, mais ils ont réussi quand même à l'emporter et à dominer ce match de bout en bout. Donc c'est très bien. Alors, on risque d'interrompre à tout moment notre petite conversation parce que Franck Maurice va pas tarder à appeler, donc ne soyez pas surpris. On parlera de Saintes du sandball comme on l'a dit. Alors, un petit mot quand même, Mika. Ah bah voilà, voilà, il vient d'appeler, donc on va l'accueillir tout de suite. Bonsoir Franck Maurice. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Je vous en prie, moi aussi, c'est avec plaisir. Alors vous avez plusieurs casquettes, entraîneur de Saintes, président de l'association Handballez-vous, et puis on va commencer forcément par votre rôle d'entraîneur. Alors première question, Saintes est sauvé malgré la défaite. Oui, ça t'est sauvé, on le savait depuis la victoire de Porto Combo à Massy en fait, qui nous a permis de sortir nos calculettes et puis de remettre les choses dans tous les sens et de s'apercevoir que on avait à la fois le goal average particulier sur la plupart des équipes qui étaient susceptibles d'être au même nombre de points que nous, c'est-à-dire 46. Et puis toutes les hypothèses possibles, c'est-à-dire les égalités de points à 2, à 3 ou à 4, de toute façon nous mettaient devant. Donc on sait depuis Ponto, bon, ça nous a plutôt soulagé, mais on avait quand même à cœur de terminer la saison correctement, en particulier à domicile, puisqu'on n'avait pas gagné en championnat chez nous depuis le 10 février. Bon, hélas, on n'a pas pu aboutir à ce résultat ce week-end. On est tombé sur une équipe de Ponto qui, elle,
jouait sa survie, donc Ouais. on n'a pas su nous produire le match qu'il fallait. Alors, un championnat de Pro D2 bien difficile, hein. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour essayer de, allez, on va entre guillemets, hein, mieux figurer et pourquoi pas jouer les playoffs? Bah moi je dis pas mieux figurer, hein, vous êtes gentil dans l'analyse pour l'instant de la saison qu'on fait. Moi je trouve que c'est un échec sportif, hein. On n'a pas été à la hauteur déjà de nos attentes personnelles, c'est ce qui est le plus difficile à accepter dans le groupe. Je pense qu'on avait les moyens de figurer plus haut que ce que l'on est aujourd'hui et que ce que l'on sera à la fin du championnat. Il nous a manqué de la régularité. Voilà. Les équipes qui sont devant sont des équipes qui n'ont pas de gros temps faibles, et si elles en ont, qui savent les gérer en gagnant quand même des matchs en étant à un niveau qui est pas leur niveau d'excellence. Donc nous, on a eu une bonne période en novembre-décembre. On a eu un mois de janvier relativement correct. Et puis à partir de la mi-février et de notre parcours en Coupe de France, on s'est complètement écroulé en championnat. Hein. On a malheureusement aussi dû faire face à de nombreuses blessures. On a joué sur les 26 matchs de championnat, on n'en aura joué que 5 au complet. Donc c'est difficile d'avoir de la continuité avec un effectif qui tourne autour de 15 joueurs et qui est à chaque fois amputé d'un, deux, voire trois éléments. Et d'ailleurs, ouais, saison difficile pour Saintes. Est-ce que vous avez toujours eu le soutien de votre président? Il n'y a jamais eu voilà, un peu de difficulté avec l'encadrement, non? Vous avez toujours eu le soutien à 100% de tout l'encadrement de Saintes? Oui, il y a toujours eu de, Cohésion. comment dire, de la cohésion dans le club. Il faut dire qu'on a aussi traversé une période très compliquée à la fin de l'année 2011. Hein. On a eu quelques soucis dans le règlement des salaires. Il y a eu des retards dans le versement des salaires et de certaines subventions. Donc ce sont les professionnels qui en ont payé les conséquences. Donc les dirigeants étaient désolés et ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça reprenne le chemin normal, ce qui est fait depuis la fin du mois de janvier. Mais voilà, dans ce contexte-là, qui était un contexte économique compliqué, avec un changement de présidence au mois de juin, on a connu vraiment une année très compliquée dans la gestion globale du club et en particulier dans la gestion de l'équipe. Hein. Voilà, l'équipe de pro, je pense que ça soit en Pro D2 ou en LNH, c'est pas ce qui fait vivre la totalité du club, c'est la vitrine. Mais bon, il y a tout le magasin et l'arrière-boutique derrière qui doivent fonctionner, quel que soit le résultat de l'équipe professionnelle. Nous, cette année, à tous les niveaux, on a pêché dans l'organisation administrative, on pêche dans l'organisation technique parce qu'on n'arrive pas à sortir des gamins vers les sélections départementales, régionales ou vers le pôle. On a une équipe réserve qui a eu du mal à se maintenir en N3 et une équipe moins de 18 qui perd son niveau de jeu national. Donc voilà, je crois qu'on traîne depuis 4 ans des dysfonctionnements qui ont été mis à jour et de manière assez brutale cette saison. On arrive quand même à s'en sortir, heureusement, mais il est clair que si le club veut ne serait-ce que continuer à espérer jouer au niveau de la Pro D2, il faut clairement changer et de fonctionnement et d'ambition. Et justement, les ambitions pour l'année prochaine, il semble que vraiment la Pro D2 va être hyper relevée, avec notamment des renforts comme Chartres qui se renforce pas mal. Il y aura peut-être Paris aussi en Pro D2, ça va être vraiment très relevé et sûrement, normalement un peu plus que cette année. Est-ce que vous déjà, vous allez être à la tête de Saintes l'année prochaine? Alors je ne sais pas si je serai à la tête de Saintes l'année prochaine. On est en train de discuter avec les dirigeants justement de la prolongation de mon contrat. Aujourd'hui c'est pas fait. Il y a d'autres projets qui me sont proposés qui attirent aussi mon attention. Donc je suis en plein stade de la réflexion. Maintenant, le projet Saintais est tout de même intéressant. On est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, à Saintes à un tournant. Donc il va falloir qu'on se positionne clairement sur le positionnement du club dans la ville, dans le département, dans la région, et surtout sur les capacités financières du club.
Peut-être que une ville de 25 000 habitants en plein cœur de la Charente-Maritime n'a pas les moyens d'avoir un budget à 700 000 euros avec une dizaine de contrats pro. Si c'est le cas, il faudrait revoir le niveau de jeu et les ambitions à la baisse. Mais peut-être qu'en mobilisant tout le monde et en ayant une vraie dynamique régionale sur le projet, on arrivera à construire quelque chose de fort. Donc on est aujourd'hui dans ce questionnement-là. C'est vrai que la Pro D2, comme vous le disiez tout à l'heure, se structure, se professionnalise de plus en plus. On voit des équipes qui sont au-dessus du million de budget dans cette poule. Les équipes qui descendent, donc une envie, c'est de remonter. Les équipes qui sont à la limite se structurent pour jouer les playoffs et puis essayer de monter en LNH. Donc il y a une vraie concurrence et un vrai nivellement plutôt par le haut. Alors ça risque de faire des dégâts, j'espère qu'on n'en subira pas nous les conséquences. Alors vous parliez tout à l'heure d'opportunités, peut-être, ça serait toujours en tant qu'entraîneur et dans le monde du handball? Oui, parce que j'ai refusé toutes les propositions qui venaient d'Hollywood. Donc non, oui, évidemment que c'est dans le handball, ouais. Je me vois pas faire autre chose pour l'instant, non. Mika? Ouais, salut Franck. Salut Mika. Ça va? Ouais. Tu parlais des playoffs tout à l'heure, je voulais avoir un peu ton sentiment sur cette nouvelle formule pour la Pro D2. Ouais, je suis assez partagé. J'étais l'année dernière, je vous l'avoue, un des fervents défenseurs de la formule. Et puis étant représentant des entraîneurs au comité de pilotage de la Pro D2, j'ai vu les discussions qu'il pouvait y avoir entre les différents présidents et représentants de la fédération ou du monde professionnel. Et je m'aperçois que la motivation essentielle des présidents à ce niveau-là, c'était plutôt de faire 2 recettes de plus que d'avoir une vraie prospective sur le niveau de jeu. Je conçois pas qu'on puisse s'annoncer comme un club prétendant aux playoffs et ne pas avoir déjà une perspective d'augmentation budgétaire pour accéder à la LNH. Ça me paraît complètement irrationnel parce que c'est soit on accepte la formule, on la joue jusqu'au bout et si on accepte cette formule-là et que l'on veut y accéder, on se prépare à la montée. Soit on n'accepte pas la formule et on joue un championnat classique qui met pas en danger l'équipe qui termine seconde par exemple. Donc l'avantage que ça a cette année, il est clair, c'est que ça mobilise tout le monde jusqu'au bout. On le voit bien. La dernière journée, elle sera décisive dans le classement, dans l'organisation de la réception pour les playoffs et dans la descente jusqu'en bas. Là, il n'y a plus que 4 équipes qui n'ont plus rien à jouer. Donc ça mobilise tout le monde. C'est vrai que pour ça, c'est intéressant. Maintenant, je crois que les clubs, ils peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. S'ils veulent une formule qui mobilise, il faut aussi qu'ils acceptent les conséquences que ça peut avoir, et notamment en termes de structuration et de montage de projet. Ouais, donc c'est surtout au niveau financier qu'il faut que ça évolue pour que la formule devienne intéressante. Moi je pense, on voit comment Billière a du mal à mobiliser autour de lui pour doubler son budget en cas d'accession. C'est compliqué de passer de 700 à 1,4 million. Ça l'est moins de passer de 1,2 million à 1,4 million. Ouais. Donc quand on prépare la montée, on doit savoir que on peut éventuellement passer par la case playoff. Donc ça nécessite, comme vous l'avez fait Alex, je crois que le meilleur exemple aujourd'hui, il est chez vous. C'est de se dire, il faut avoir un effectif un peu plus étoffé, faut avoir des rotations sur tous les postes, faut être susceptible d'avoir une équipe qui tient pas seulement une saison, mais une saison plus 4 matchs. Parce que on ne sait pas si on est à l'abri d'une défaite qui pourrait nous coûter la première place. Donc ça se prépare. On peut pas jouer un coup de dé. Aujourd'hui, si Vernon se qualifie pour les playoffs, par exemple, ils ont aucun objectif de monter. Ils vont faire 2 matchs, dont un gala à domicile pour faire une recette supplémentaire, et puis c'est tout. Donc je pense que ça fausse un peu le truc. La crainte de la LNH dans cette formule-là, et aujourd'hui, maintenant je la comprends et je la trouve justifiée, c'était d'avoir au soir de la finale retour une équipe qui a terminé 5e du championnat, qui a absolument pas préparé l'accession et qui donc n'aura pas le budget nécessaire pour monter en LNH, avec toutes les conséquences que ça
notamment sur les équipes qui descendent ou sur celles qui s'étaient positionnées avec un budget conséquent et qui pourraient elles accéder à la NH et et qui se sont fait sortir par exemple en demi-finale des playoffs. Donc c'est sûr que c'est problématique. Voilà, une formule où on ajoute de l'incertitude sportive. Moi, je pense qu'il faut y ajouter des certitudes économiques. Ben, Ouais, Benoît. Oui, salut Franck. Salut Ben. Je voulais revenir justement sur ta période de réflexion actuelle. Est-ce qu'elle est due au fait d'avoir subi un échec et justement d'avoir envie de rebondir ailleurs pour repartir sur autre chose, ou c'est que tu as l'impression que le club est arrivé à son maximum et que là tu as fait le tour et que maintenant il est grand temps d'être encore plus ambitieux et de répondre aux sollicitations qui doivent être nombreuses? Bah, sincèrement, il y a un peu de tout ça. J'ai été très marqué vendredi par la défaite contre Ponto. J'avoue, si j'avais dû prendre ma décision à chaud après le match, je pense que elle aurait pas été en faveur de Saintes, mais pas parce que le club a des difficultés mais parce que vraiment je me suis posé la question de mon positionnement dans le projet global, quoi. J'ai plutôt l'habitude d'abord de chercher chez moi ce qui fonctionne pas avant d'aller regarder s'il y a des raisons extérieures. C'est vrai que le contexte cette année n'a pas arrangé l'évolution sportive, mais le premier responsable d'un échec sportif, pour moi, c'est l'entraîneur, hein. Je le pensais quand j'étais joueur, je vais pas changer d'avis maintenant que je suis entraîneur parce que ça m'arrange. Donc moi, j'ai eu des torts, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a des choix que j'ai faits qui n'ont pas été payants. Donc tout ça, je l'assume. Et quand je me pose cette question-là, forcément, je me demande si je suis encore susceptible de rebondir ici. Donc effectivement, il y a ce questionnement individuel. Est-ce que le club est arrivé à son maximum? Non, on a terminé une année 4e avec pourtant la même structuration économique. Et depuis, on a, je pense, progressé dans l'organisation sportive. On a étoffé le staff, on s'entraîne de manière différente à des horaires qui deviennent un peu plus enfin qui correspondent, on va dire, un peu plus à ceux de ce que peut être l'activité professionnelle. Donc non, je pense que le club n'a pas atteint son domaine d'excellence. Il y a encore des choses à faire dans la structuration technique, il y a des choses à faire dans la formation du joueur, il y a des choses à faire dans le domaine économique, dans la communication. Je suis sûr qu'on peut encore progresser. Mais c'est vrai qu'au bout de 4 ans, je me demande, voilà, est-ce que je suis pas à la fin d'un cycle comme l'équipe l'est? Est-ce que si on repart sur un nouveau cycle, est-ce qu'il vaudra mieux pas repartir avec quelqu'un de neuf? Moi, je me pose peut-être la question des dirigeants, mais au moins, je pense que ça fait, il faut faire preuve un peu d'introspection quand on est à ce genre de poste et avoir un minimum de réflexion sur sa propre activité. Maintenant, il y a aussi les projets qu'on me propose, hein, à mettre en balance. Moi, j'ai à peine 40 ans, j'ai une épouse et 3 enfants, donc il faut aussi que dans mon activité professionnelle, je prenne en compte la viabilité de la structure dans laquelle je vais être. Je peux pas me permettre aujourd'hui dans ma situation de faire des choix où il y aurait beaucoup d'incertitudes. On sait que Toulouse cherche un entraîneur, ça fait pas partie des pistes par hasard? Non, sincèrement non. Non. D'accord. Si on a bien compris, pour finir un peu avec Sainte, votre président, veut vous garder, non? C'est vous qui êtes en pleine réflexion. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai une très bonne relation avec le président. J'ai la chance depuis cette année d'avoir quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise, donc qui est très pragmatique, qui a eu le courage de faire l'audit du club et de regarder les difficultés du club droit dans les yeux. Malheureusement, il traîne un passif et un déficit structurel depuis 4 ans qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation compliquée. Mais lui, au moins, il a le courage d'affronter la réalité en face. Donc, moi, je m'entends très bien avec lui. On est en contact permanent. Il sait très bien
quelle est ma situation aujourd'hui, quel est mon point de vue, où on est ma réflexion. Lui, il est prêt à mettre le projet que j'ai présenté au club en place, parce que c'est aussi un projet qui est un peu plus élaboré que le simple domaine professionnel. Donc moi, ce que je cherche, c'est à mettre en place une vraie structure de formation au club qui puisse nous permettre de mettre des jeunes Saintais ou Charentais un jour dans l'équipe 1, quoi. Hein. Donc et puis aussi qu'on ait la structuration professionnelle administrative qui corresponde à une équipe professionnelle. Donc il sait très bien où j'en suis. Il y a aucun non-dit entre nous. Il sait que j'ai besoin de réflexion. Il me presse pas. Il attend des réponses, c'est sûr, parce que de toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'il lui aussi il avance. Mais voilà, on est en contact permanent et je crois qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une personne comme Christophe Labbé, qui est notre président, à la tête du club, parce que sinon franchement, sans lui, je vois pas comment on s'en sortirait. Un petit mot, le dernier match contre Nanterre. Vous allez aborder comment ce match-là, étant donné qu'il n'y a plus rien à jouer et ça risque peut-être d'être votre dernier, donc j'imagine avec aussi pas mal de sentiments mitigés. Ouais, mais j'y avais déjà pensé vendredi, mais bon, j'ai pour habitude de respecter. Enfin, c'est pas seulement un principe de handballeur, hein, c'est un principe de vie. Hein. Il y a beaucoup de respect dans tout ce que j'essaie de mettre en place, et je respecte à la fois l'équipe qu'on va rencontrer, mais aussi les joueurs et l'équipe que moi j'entraîne. Donc je ne vois pas comment on pourrait lâcher un match. Ça, c'est quelque chose qui dépasse mon entendement. Quand on a des gens qui nous soutiennent, même avec difficulté, quand on a des bénévoles qui se mettent les fesses par terre pour qu'une équipe puisse se déplacer, pour que le club puisse vivre, on se doit d'aller jusqu'au bout de son activité et d'être à 200% sur tous les matchs. Alors c'est sûr que t'as pas la saveur d'un ex-Angers parce que on joue le titre et que la salle est pleine mais bon, voilà, c'est quand on est pro, faut en accepter tous les tenants et tous les aboutissants. Donc même si effectivement pas d'enjeu sportif, pour moi il y en a un qui est très important, c'est celui de la fierté. Donc en tout cas moi j'irai jusqu'au bout de ce match-là. Bon, alors pour parler un peu de votre deuxième casquette, vous êtes président de l'association Handballez-vous. Donc déjà, en quoi consiste un peu cette association? C'est pour mettre en avant les événements, c'est ça, autour du handball? Alors, je suis désolé, c'est un moment où ça a coupé, mais on parle d'Handballez-vous, hein, c'est bien ça. Hein. C'est exact. D'accord. L'association Handballez-vous, elle a été créée en 1995 par trois illustres joueurs et défenseurs du handball que sont Bak Ti-Yong, Éric Quintin et Laurent Munier. Et à l'époque, ils l'ont créé parce que après le titre de champion du monde à Reykjavik, ils s'étaient dit il faut qu'on sorte sur cette vague-là, on va essayer de développer la pratique. Et il y a un endroit et un moment de l'année où on parle pas de nous, c'est l'été. Donc il faudrait qu'on aille vers une pratique de plage. Donc ils ont développé, ils sont allés chercher en Italie une pratique de plage qui était le beach handball. Et puis ils l'ont adapté à leur sauce pour faire du sandball en France. Donc depuis, ils ont créé l'association Handballez-vous, qui a toujours été la référence en matière de sandball. Ça a commencé en 95 avec 2 étapes, il y en a eu 4 en 96. Je crois que le point culminant, ça a été dans les années 2000, où on était à plus de 6 étapes. Et donc l'association Handballez-vous, en plus d'être détentrice de la marque Sandball, était chargée du développement du Sandball Tour. On fonctionnait notamment grâce à l'aide de la fédération qui voyait dans le Sandball un outil de développement intéressant et une période sur laquelle elle avait que très rarement communiqué, puisque mis à part la tournée des plages du BJ dans les années 90, je crois, entre 80 et 90, il n'y avait pas grand-chose de fait sur cette saison-là. Donc eux, ils y ont vu un intérêt de développement de la pratique pendant une période où il y avait pas d'activité. Alors une petite question d'auditeur sur le chat, Stan.
Ouais, et les auditeurs s'impatientaient même sur le chat. Ils se demandaient même s'ils n'étaient pas là à l'abandon. Maintenant, je vous rassure, les amis, hein, votre heure passe, hein, comme tout le monde. Donc, une petite question de Sabine. Donc, c'est un peu plus aussi sur son futur. Alors, quels sont les autres projets qui lui ont été proposés? Alors, donc on parle plus de handball alors. Bah, Non, voilà. On revient au handball. Belle Bah, intervention, je, Stan. Parfait. ouais, je veux pas faire de langue de bois. Maintenant, par contre, je suis quelqu'un de net. Quand on me demande de respecter pour l'instant, la confidentialité, je la respecte. Une fois que les contacts que j'ai m'autoriseront à en parler clairement, je serai disposé à en parler le plus clairement possible. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord. Et il y a Indiana qui dit un petit tour à Mulhouse, ça leur ferait du bien aussi. Moi, je sais pas, par contre. euh, C'est une blague, c'est une blague. allez, revenons au handball quand même. Alors, vous parliez tout à l'heure de la fédération qui vous aidait, parce que c'est plus le cas, je crois, hein. Bah écoutez, depuis, ça doit faire 3 ans, hein, peut-être même un peu plus, je dirais. Quand Monsieur Delplanque a repris la Fédération française de handball, il a voulu faire le tour un petit peu de toutes les pratiques et on a été invité avec tous les acteurs du handball à discuter handball avec la fédération, avec la commission développement et avec le président. Depuis ce moment-là, sincèrement, on a l'impression que la fédération Non, dehors. veut essayer de contourner l'association Handballez-vous pour profiter de la pratique handball, mais pas de ses interlocuteurs principaux. Alors, faut savoir qu'aussi, dans le même temps, il y a la pratique beach handball qui s'est développée, mais qui, elle, est une pratique purement compétitive, avec des championnats d'Europe, des championnats du monde, et qui n'a pas du tout la même philosophie que la nôtre. Nous, on est vraiment sur une pratique loisir, mixte, la plus fun possible. Le beach handball, c'est du handball sur la plage avec toutes les difficultés que l'on peut rencontrer en salle, mais rapportées sur un terrain stable, quoi. Donc, nous, on n'a pas voulu s'orienter vers cette pratique-là. Et du coup, la fédération internationale met un peu la pression sur la fédération pour qu'ils aillent vers cette pratique-là, sachant que la France est la seule. Je veux dire, c'est le seul pays à avoir ce particularisme sur la pratique de plage. Donc la Fédé était dans une position où elle disait bah, écoutez, nous on nous dit d'un côté la pratique compétitive sur la plage c'est le beach, nous on fait du sand, quelle est la légitimité du sand, quoi. Et puis bah on n'a pas réussi, je pense, à trouver le bon vecteur de communication, ce qui fait qu'aujourd'hui la Fédé en 2 ans s'est totalement désengagée de l'aide à l'association Handballez-vous. Du coup, nous, on a perdu notre emploi. Et puis l'année prochaine, on sera amené à faire une tournée qui fera 2 étapes au lieu de 4 à 5 étapes, 4 à 5 étapes dans l'année. Donc là, on est vraiment à un moment clé parce que justement l'aide fédérale n'est plus la même. Les moyens ne sont plus les mêmes dans l'association, donc forcément, les bénévoles sont un petit peu livrés à eux-mêmes, au moins financièrement. Et puis aussi, on a un moment de renouvellement des élus et des acteurs de la pratique, hein. Moi, j'ai 40 ans. Eric, il doit avoir 45 ou quelque chose comme ça. Voilà, les éléphants, comme ils aiment bien nous appeler. On arrive sur les périodes de nos vies où on est moins disponible, on est moins investi, on a d'autres activités professionnelles qui nous prennent du temps. Donc il y a un renouvellement des cadres, et ça c'est plutôt positif parce qu'il y a vraiment des garçons, des filles, des associations. Je pense au SBLP, je pense aux Irish qui sont des fervents défenseurs de l'activité, qui nous ont rejoints et qui petit à petit vont prendre en main l'activité. On est en train d'évoluer vers une pratique moins fédérale, plus sauvage, mais qui, je pense, ne perdra pas son sens parce que maintenant il y a une vraie histoire du handball en France. Il y a une vraie implication des pratiquants.
Et je pense que ceux qui viennent sur la plage l'été ont pas envie de faire du beach, ils ont envie de faire du sand. Oui, et puis on voit quand même que vous êtes plus ou moins suivi par des joueurs. On voit Arnaud Bingo, Rémi Salou, même Audrey de Rouen. Donc vous appuyez peut-être aussi sur l'effet médiatique de certains handballeurs pour essayer de financièrement avoir peut-être des dons, avoir euh, peut-être des revenus autres que ce que pouvez vous donner la Fédé. J'imagine que ça doit être difficile quand même de trouver des sponsors ou autres. Ouais, ouais, c'est compliqué d'avoir des partenaires. Hein. Déjà parce que on a personne pour le faire de manière professionnelle. Notre emploi jeune, il était, enfin, c'est plus un emploi jeune. Vous voyez, c'est comment s'adapter les emplois jeunes. Donc, mais voilà, c'est ça. Donc, nous, notre emploi, il était destiné au développement de la pratique, à la mise en place des tournois, à ce genre de choses. Donc, on n'a jamais vraiment eu quelqu'un susceptible en temps ou en compétence d'aller chercher de l'argent pour faire vivre l'activité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu en déficit. Par contre, comme vous le disiez, on a toujours bénéficié d'une image très positive et d'un soutien très positif de l'élite, on va dire, c'est-à-dire soit des internationaux, soit des joueurs de maintenant de LNH et de LFH. En 95, je me souviens que sur la plage de Montalivet, on avait fait 4 équipes, Paris, Marseille, Bordeaux. Et puis je me souviens plus quelle était la quatrième, mais on avait réussi, c'était Lyon. On avait réussi à mobiliser quasiment toute l'équipe de France, alors qui défendait sa pratique, mais on avait réussi à entretenir cette flamme-là. Et depuis, les internationaux sont toujours investis. Alors c'est vrai qu'il y a un renouvellement des générations. Il y a quand même de la présence des internationaux ou des joueurs pros. Mais on voit bien l'évolution de la pratique aussi. Hein. En 95, 96, au début des années 2000, c'était pas encore la professionnalisation qu'on connaît aujourd'hui, avec les contraintes que les joueurs professionnels ont. C'est-à-dire, attention, quand on est en vacances, on est en vacances. Nos clubs sont nos employeurs. Ils n'ont pas envie qu'on se pète une cheville ou qu'on se fasse un croisé en essayant de faire un double salto sur la plage. Donc, on est dans cette petite ambiguïté là avec les joueurs pros. Donc ils nous soutiennent quand même de leur présence. Ils sont un peu moins sur le terrain, mais bon, ils sont quand même là pour nous aider. Le parrain l'année dernière, c'était Lucas Ballot. Nicolas Karabatic était avec Audrey de Rouen sur la photo donc de la tournée. Mais on a un soutien, je veux dire, moral fort de la part de tout le handball français, on va dire. Ouais, et puis ce qui doit vous motiver. Stan, question sur le chat de handball justement. Ah, on a perdu Stan. Mika et Benoît, quand même, vous avez fait du handball, on en parlait en off. Alors, un petit mot quand même sur cette pratique du handball. Benoît, c'est un fidèle du handball. Hein. Il était, la dernière fois qu'on s'est croisés, je me demande si c'était pas sur la plage de l'île d'Oléron pour l'étape de. Exactement. Pour l'étape de Boyarville. C'est la question de Sabine, excusez-moi, qui demande sur quelle plage peut-on voir du handball d'affilée, mais moi non. Alors Sabine, sur quelle plage? Alors sur quelle plage peut-on voir du handball? Alors, en ce qui concerne ce que c'était exactement le handball, hein. Tu aurais pu nous faire une petite présentation succincte du handball. Ah ben, le handball, c'est une activité dérivative du handball sur la plage, hein, qui se joue sur un terrain qui fait, si mes souvenirs sont bons, 15 mètres de long et 12 mètres de large. La zone est rectangulaire, et quand même à 6 mètres des buts. Il y a un ballon qui est adapté, qui est un ballon relativement mou, qui est absolument pas dangereux pour la pratique. Et l'objectif, c'est de marquer des buts de façon la plus spectaculaire possible. Et les buts primés dans notre activité sont les buts sur Kung Fu et les buts sur double Kung Fu. Toutes les autres figures sont évidemment acceptées, tolérées, voire même souhaitées, mais elles sont pas susceptibles d'amener des points supplémentaires. Et puis ça se joue à 3 joueurs de champ et un gardien de but sur l'espace de jeu. Voilà. Alors, on peut peut-être rappeler les dates quand même de la tournée du handball. Alors il y a 2 dates pour la saison prochaine. Si je ne me trompe pas, c'est 15 et 16 juin sur la plage de Sainte-Maxime.
Et puis le 14 et le 15 juillet sur la plage de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà. Alors, avant de vous remercier, on aura une petite interview décalée hein, de Stan, s'il n'est pas parti. Stan? Il est revenu. Il est revenu. Allez, Stan, on te laisse avec Franck. D'accord, donc Franck, je vais te poser quelques petites questions simples et sympathiques, hein. Rien de méchant. Bien sûr, il n'y aura pas de joker, hein, donc ce sera sur les petites questions tout à l'heure. Donc, donne-moi ton meilleur et ton pire souvenir en balistique. Ah, mon pire, ça a été une demi-finale de championnat de France scolaire perdue à Lille avec le lycée Georges Clémenceau. Ça remonte, hein, mais ça a été un truc catastrophique à vivre pour moi en tant que joueur parce que j'étais passé complètement à côté de ce match-là et je me rappelle encore aujourd'hui. Mon meilleur, c'est compliqué, il y en a beaucoup de ma carrière de joueur. Je crois que la victoire en Coupe de France avec l'US Ivry en 96, ça a été un moment vraiment fort à vivre humainement. C'était à Saintes d'ailleurs, comme quoi l'histoire des fois bafouille. On avait battu l'OM Vitrolles qui avait son équipe de stars et qui devait nous mettre une raclée et on avait gagné de 7 buts en finale en les atomisant pendant 60 minutes. Et ça a été une vraie histoire de mec. L'entraîneur Philippe Blin nous avait repris au mois de décembre alors qu'on avait commencé avec Sidorenko, ça s'était pas bien passé du tout. On avait fait une deuxième partie de championnat correcte et puis un parcours en Coupe de France extraordinaire. Moi j'en garde des souvenirs fantastiques et puis surtout des amitiés vraiment profondes pour des mecs que j'ai croisés à ce moment-là. Je pense à Pascal Léandri, je pense à Marc-Olivier Albertini et puis quelque chose de très sincère et vraiment particulier pour Daniel Agère qui est vraiment un mec extraordinaire. Comment t'es venu ta passion pour le handball? C'est un éducateur de la ville de Gagny où j'habitais, qui était le mari de mon institutrice en CP, qui m'a pris la main pour m'emmener au gymnase. Et puis j'ai commencé comme ça. Voilà, j'avais pas grand chose, hein. J'avais l'âge de ma moyenne, donc j'avais 7 ans. D'où vient le pseudo le lieutenant? Ça vient de Nicolas Cartier, qui est un journaliste dans la région synthèse. On le connaît bien, on le connaît bien. Ouais, alors c'est plutôt à lui qu'il faudrait demander ça, parce que moi j'avoue que je pense pas être quelqu'un de très directif et de branché sur les choses militaires. Donc c'est peut-être plutôt à lui qu'il faudra demander plutôt qu'à moi. Mais moi je suis a priori contre aucun sobriquet pourvu qu'il soit pas ridicule. Celui-là l'est pas, donc j'accepte. Ouais. D'ailleurs, si je peux me permettre, entre guillemets, félicitations à Nicolas qui s'est marié ce week-end. Voilà. Tout à fait. Stan? Donc, petite question-réponse sans joker, hein, je le rappelle, hein, bien sûr, mais rien de méchant. Donc, Fiesta ou Feria? Feria. Feria, parce que les années que j'ai passées à Nîmes, comme je vous ai parlé d'Ivry tout à l'heure, ça a été des années fantastiques, parce que je suis passé par tous les états. Je suis arrivé, je me suis pété les croisés, j'ai fait une année blanche. Et l'année d'après, on a fait une année extraordinaire qui nous a permis de retrouver la D2, la LNH, pardon, pour un club comme l'USAM qui était en D2, qui était une anomalie et qui le serait encore aujourd'hui. Voilà, j'ai vécu encore des moments forts et puis des images de Feria qui me restent et qui sont très sympathiques, notamment avec Bertrand Vial, Jérôme Chauvet et puis Yann Balmossière. C'était quelque chose. Pizza ou kebab? Pizza. Ivry ou Nîmes? Oh, ça c'est chaud ça. Mais si j'avais à choisir, je prendrais Gagny. Malheureusement, Il n'y a, y a y pas a- de joker. y a pas de joker. Ivry ou Nîmes, Ouais. je dirais Nîmes. Nîmes parce que ma première fille y est née, donc j'ai une attache sentimentale particulière par rapport au simple vécu des deux clubs. Mais ce sont deux très grands clubs qui ont des histoires fantastiques. Et comme je vous l'ai dit, voilà, avant que vous me posiez la question,
Voilà, je vous ai un peu parlé de ces deux histoires-là. J'ai vraiment des souvenirs extraordinaires dans ces deux clubs. Joueur ou entraîneur? Ah. Entraîneur. Entraîneur. La petite question compétition de nos deux compétiteurs, bien sûr, Benoît Perabou ou Michael Illes? Ah, c'est dur ça. Si je devais choisir l'un des deux dans mon équipe, Pourquoi pas, bien sûr. est-ce que c'est ça la question? Ouais, c'est par affinité, c'est un petit concours qu'on a lancé, que Stan a lancé, donc Ah, bah, je connais Mika pour l'avoir croisé au Sand, Benoît un petit peu plus parce que on a des proximités dijonnaises, on va dire. Donc aujourd'hui, je dirais Benoît, voilà. Il y a vraiment une mafia là-bas. Pardon? Ouais, il m'a Il y a fait, une ouais. mafia là-bas. Moi, je ne suis pas passé, mais je connais très bien quelqu'un qui y est passé. Bien sûr, la petite question qui peut nous faire défaut à nous, hein, RTS ou RTL? RPS ou RPN? Ou RTL, ouais. Ou Ou RTL? ou RTL. J'avoue que je comprends pas. Alors, RTS, c'est nous. Ah oui, bah vous alors. Ah, Vous, sans problème. bah parfait. et la petite phrase. J'y vois- Oui, oui, Franck. J'y voyais une connotation politique en cette période d'élection présidentielle, donc je comprenais pas bien. Donc, Oula. mais non, je vote pour vous, bien Je sûr. vous dis carrément UMPS ou autre. Non, non. Surtout autre, ouais. Bien sûr, la petite phrase, Franck, que tous nos invités ont la gentillesse de dire pour nous, hein, bien sûr, c'est ici Franck Maurice, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Ici Franck Maurice et bienvenue sur Radio Talk and Sport. Ah, parfait, parfait, Franck. Juste une petite parenthèse. Est-ce que, en plus du hand, vous appréciez une autre activité sportive, le foot, le basket À regarder, je suis assez fan d'athlétisme. Je trouve les performances athlétiques extraordinaires. À faire, par contre, c'est pas du tout mon truc. J'ai toujours exécré courir. Donc c'est pour ça qu'à la question de tout à l'heure, je préfère être entraîneur que joueur parce que c'est finalement beaucoup moins usant physiquement. Mais par contre, à faire, j'adore le tennis. Ah bah le tennis, alors on a un Ouais. petit... je vais vous poser une petite question de tennis, pourquoi? Parce que je vous explique, on a une petite émission à vos pronos, hein, c'est une émission de paris sportifs, et on pose à chaque invité de handé, par exemple, là pour vous, ça sera qui sera l'heureux vainqueur de Roland Garros cette année? Moi, j'aimerais bien que ça soit Djokovic. Ah, Djoko. Ouais. Djoko face Ouais, à parce Nadal. que ça serait le Djoko Slam et je trouve ce mec assez épatant. Voilà. Sa fibre patriotique, elle me plaît. Son côté un peu décalé me plaît. Et puis, bah, surtout, c'est le numéro 1 mondial. Et quand on est numéro 1 mondial au tennis, on ne l'est pas par hasard. Donc j'aimerais bien que ce soit lui. Voilà. Ah ouais, on se dirige vers un Nadal Djoko peut-être, mais il y aura Federer Bah, aussi. ça serait bien parce que Nadal, c'est vraiment costaud. Hein. Ouais, c'est un Lui, monstre. c'est une bête de travail. Vraiment, c'est les deux. Enfin, moi, j'admire beaucoup ce que fait Nadal et la façon dont il a pu exporter son jeu sur surface rapide. Donc, c'est vraiment un beau duel. Voilà. Pour moi, ça a quand même un peu plus de gueule que le lisse Roger Federer, même si ça reste un champion exceptionnel. Un champion exceptionnel, effectivement. Franck, on vous invite à faire votre liste des 14 joueurs de hand hein, sélectionnés par Claude Onesta le 7 juillet. On a un petit concours hein, sur notre page rtsradio.fr. Vous pouvez gagner le maillot de Benoît Perabou, par exemple, mais le maillot de... Mais est-ce que je peux le mettre dans la liste Benoît Perabou aussi? Ah non, on a présélectionné 22 Il y a joueurs. une case autre. Si, il y a une Ah oui, il y a une case autre. Il y a une case autre, exact. Donc je peux mettre Benoît Perabou et Michael Iliès, ça me rattrapera d'avoir eu à choisir tout à Voilà. l'heure. Et vous pouvez gagner Pas de aussi, souci. vous pouvez gagner aussi le maillot de Jérôme Fernandez, hein, notre parrain qui nous a donné ce maillot pour des lots de nos auditeurs. Bah écoutez, c'était Je voulais juste demander, pour finir, on reparlait de l'équipe de France. Il y a eu une petite polémique autour de la succession de Claude Onesta. Et toi, en tant que représentant des entraîneurs, je voudrais avoir ton avis par rapport à cette polémique, le fait que lui veuille mettre en place un système où il y aurait des anciens joueurs qui pourraient intégrer le staff.
Dans le fonctionnement, enfin, mon regard extérieur, c'est celui-là, je ne suis pas à l'intérieur, donc, mais dans le fonctionnement que Claude a mis en place, effectivement, mettre des anciens joueurs, ça me paraît pas quelque chose d'incongru, puisque lui, il se place en tant que manager et pas en tant qu'entraîneur. Donc, il suffirait qu'il y ait des anciens joueurs avec quelqu'un qui soit susceptible de mettre en place les séances tactiques, de faire de l'entraînement, quoi. Hein. Le binôme ou la triplette ou le quatuor pourrait très bien fonctionner. Ça marche sur certains pays. Regardez la Suède, maintenant, ce sont deux anciens joueurs, c'est Olsson et puis Lindgren qui sont sur le banc. Donc, il y a des pays où ça fonctionne et où il y a des anciens joueurs. Donc, tout dépend à mon avis, tout dépend de la stratégie et de ce que la Fédé veut mettre en place. Est-ce que le fonctionnement de Claude est un fonctionnement qui doit perdurer ou est-ce qu'on passe à autre chose? À ce moment-là, c'est peut-être vers un autre profil de personnes qu'il faut s'orienter. Mais de toute façon, avec les compétences que l'on a, ça serait dommage quand même de pouvoir se priver du vécu et de l'expérience de joueurs internationaux, c'est sûr. Il faudrait, à mon avis, les inclure de quelque façon que ce soit dans le staff. Ouais. Et un petit favori pour les JO? Oh l'équipe de France. L'équipe de France, bon, on le sait tous. Mais bon, quel que soit le sport, je suis jamais très. J'arrive pas à avoir un œil objectif sur la pratique sportive quand il s'agit de défendre les couleurs de son pays. Donc, Ouais. je le dis autant par envie que par une espèce d'analyse sur le niveau de jeu. Je pense que ça va être très compliqué, mais ouais, je suis quand même à fond derrière l'équipe de France. Ouais, comme tous ici et la plupart des auditeurs. Bah écoutez, merci Franck d'avoir été avec nous. C'était vraiment 3 quarts d'heure, déjà 3 quarts d'heure de plaisir. Alors, je vous ai pas bien entendu. Ah, non, je disais que c'était. Ouais, ça hache un petit peu. Ouais, ça hache un petit peu. Bah, je disais que c'était super sympa de vous avoir 3 quarts d'heure avec nous. C'était vraiment un pur plaisir. J'ai pas vu le temps passer, tant mieux. Et puis, on espère avoir de vos nouvelles concernant votre avenir, à Saintes ou pas. Et je vous souhaite une bonne soirée. Mais je tiendrai Benoît au courant, et puis si vous voulez, je repasserai vous faire un coucou, il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir. Ah, voilà, une belle Merci exclue. beaucoup. Une exclue. Je vous la réserve, promis. Yes. Merci, Franck. merci Franck. Et De rien, à bientôt. à bientôt. Donc voilà, c'était Franck Maurice qui était avec nous. Désolé, je crois qu'il y a eu quelques petites coupures, m'a-t-on dit en off. Mais je pense que vous avez entendu Franck, c'était le principal. On va maintenant passer, même finir la LNH. 3 quarts d'heure, ça passe très vite l'émission ce soir. Et on parlait notamment, Mika, je t'ai pas donné je t'ai pas demandé pardon, ton avis là-dessus. C'était Nantes-Montpellier. Nantes a fait une exceptionnelle première mi-temps. Mais Chambéry, pardon, c'était Nantes-Chambéry, non pas Ouais. Montpellier, pardon. Et Nantes a vraiment failli perdre dans cette deuxième mi-temps avec, pareil, Chambéry qui a fait une excellente deuxième. Ouais, mais en fait, je pense qu'ils ont fait vraiment le boulot en première mi-temps. Alors, aussi bien c'était une performance défensive des Nantais, autant c'était une faillite collective au niveau de la finition pour Chambéry. Ils ont raté énormément de shoots à 6 mètres. Je pense à Grégoire de 13, à Cédric Paty. Et au final, ça fait un écart de plus 10 ou plus 11 à la mi-temps. Et même ils se sont vraiment battus avec le cœur pour revenir en deuxième mi-temps, l'énergie dépensée pour remonter a été fatale en fin de match. Et c'est Nantes qui a su finalement s'imposer. Et leur 4-2 était judicieuse. Mais c'est vrai qu'avec des joueurs comme Doll et Rivera sur les ailes qui avaient des jambes de feu, c'était quand même assez difficile de défendre toute une zone à 4 joueurs pendant une mi-temps. Donc, non, non, ils se sont appuyés sur de vraies valeurs défensives. Encore une fois, Roque Fellio, qui est nominé comme meilleur défenseur de la LNH, je pense qu'il mérite ce titre, tout aussi bien que ses collègues. Et non, c'était vraiment un match intéressant à regarder. Juste noter qu'en cette fin de saison, les performances de gardiens sont en hausse parce que les joueurs sont peut-être un petit peu fatigués de cette longue saison et sont un peu moins bons à la finition, ce qui fait briller les gardiens. On a vu que Megueyas d'un côté et que ce soit Dumoulin ou Graovac de l'autre, il y a eu énormément d'arrêts de gardiens. Justement, on parle de Chambéry.
la transition est toute trouvée. Benoît, Stan et Mickaël, je vous pose la question, est-ce que le meilleur gardien de LNH cette année ne serait pas Cyril Dumoulin? Ben. Ouais, il y a Vincent Gérard, Ouais, ouais, Vincent Gérard de Dunkerque qui a fait une saison absolument excellente, ouais, exact. qui a été capable à lui tout seul de battre une équipe. On en a fait les frais sur les antennes de Canal+, où on a eu une faillite aussi collective, mais due aussi à une performance énorme de ce gardien. Donc il apporte vraiment un réel plus à son équipe et même si j'ai beaucoup d'admiration pour le jeu du Moulin, Vincent Gérard, je trouve sur l'ensemble de la saison aussi a été excellent. Dumoulin, Gérard, Mika ou un autre? Bah, un peu comme Ben, je trouve que Gérard a vraiment fait une très belle saison, si ce n'est en début de saison où il a eu un peu de mal à se lancer. Maintenant, moi, je serais plus partisan de Dumoulin pour la continuité. Ça fait plusieurs saisons qu'il s'affirme à ce niveau-là quand même. Ouais. Vincent Gérard, même s'il a fait des grands matchs par le passé, c'est peut-être sa première saison vraiment pleine. Donc, à voir, c'est sans doute un gardien du futur. Si aujourd'hui Dumoulin venait être élu meilleur gardien de LNH, est-ce que ça pourrait pencher dans la balance pour le deuxième gardien au JO, Ben? Bah, de toute façon, Ça c'est une bonne question, ça. je pense que Franchement, le choix d'Onesta est fait, donc ouais, mais c'est bien, ça mettrait encore un peu plus, ça alimenterait encore plus, un peu plus le débat justement si sans doute. s'il était élu et qu'ils prennent quand même Daouda, ouais. Karaboué, je pense que ça pourrait encore attiser toute la polémique. Ça serait une bonne question à poser peut-être aux intéressés dans une prochaine émission. Bah justement, on parlait de Dunkerque. Dunkerque qui s'est incliné sans surprise face à Montpellier, même si j'avoue j'avais pronostiqué un petit nul là-dessus, j'ai pas été très bon. Mais Montpellier était déjà champion. Petite question aussi, Stan, est-ce que Montpellier est un beau champion de France? Sur la saison qu'ils ont fait, oui, c'est un beau champion de France. Ils ont joué pratiquement sur tous les tableaux. Ils ont été au bout d'eux-mêmes. Je pense pas qu'ils aient lâché beaucoup de matchs où ça s'est pas vu. Donc non, non, c'est un beau champion, c'est clair. Alors Montpellier, hein, qui... Par contre, j'étais un peu surpris de la composition de Dunkerque. J'ai l'impression il y avait pas mal de joueurs, soit qui étaient mis au repos ou en vue de la finale de Coupe d'Europe ou blessés, parce que sur la composition, il y a pas mal d'absents, dont Bosquet. Donc c'est sûr que ce déplacement en plus à Montpellier pour jouer le titre était délicat pour eux. Et on sait que leur saison est aussi pleinement d'actualité avec la finale De la de Coupe d'Europe EHF, rapidement. ouais. 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 Donc je sais pas si c'était un choix du coach ou si il y avait quelques petits soucis physiques pour certains joueurs, peut-être un peu des deux. Et du coup, c'est peut-être aussi ce qui a engendré cet écart un peu conséquent entre les deux équipes. Ouais, et Pierre Soudry, hein, dans ce match-là, s'est blessé, s'est cassé le doigt. Donc vraiment dommage pour Dunkerque et Pierre Soudry, si il nous écoute, un bon rétablissement. On parlait aussi de Montpellier quand même, un cinquième titre d'affilée, 14 titres de champion de France. On sait très bien, et on va pas refaire aussi à chaque émission où on parle de ça, que dans la scène européenne, il ne brille pas autant que nous, supporters, on le veut. Mais est-ce que vous pensez que ça va comment dire, s'arranger l'année prochaine avec l'arrivée justement de Thierry Meyer? Il y a Kevin Yokas. Est-ce que Montpellier est armé l'année prochaine pour... Thierry Omeyer, ouais, Thierry Meyer, non? c'est plutôt la saison d'après qui vient. C'est la saison. Il y a toujours cette ambiguïté Ah, autour ouais. de Meyer parce que Ah bon? là j'ai encore lu qu'ils avaient fait signer le deuxième gardien de Barcelone, pardon, Sandström là. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait c'était la condition pour que Meyer Puisse parte, partir. c'est qu'il soit remplacé. Mais je pense pas que lui serve de remplaçant aussi. Donc je suis pas sûr Ouais. non plus parce qu'ils étaient quand même assez pessimistes pour le fait qu'il S'ils avaient- rentre dès si l'année Sarri, prochaine. je poser la question, mais Mais je pense que c'est plus pour la saison suivante. Mais après, est-ce que Kiel jugera suffisant cet apport de gardien de but pour laisser partir au meilleur? J'en suis pas persuadé, mais voilà, à suivre parce que c'est vrai que déjà le recrutement est intéressant du côté de Montpellier avec la venue de Jokas, Mamelund. Voilà, il y a quand même un bon renfort. Et si en plus il pouvait avoir au meilleur, là, il pourrait vraiment pouvoir
avoir leur mot à dire dans cette Coupe d'Europe et enfin pouvoir accrocher ce Final Four. Ouais, sachant. Il va peut-être manquer un gros pivot après, une fois que ce recrutement sera fait, parce que Issam Tej, c'est un pivot de petite taille qui se déplace bien, mais c'est vrai que sur les grosses 6-0 allemandes, où il est peut-être un peu limité, donc il manquerait peut-être un gros pivot, à moins qu'on découvre un Ils Karabatic ont ou un quand même Salou. Luka Karabatic et Salou quand même, c'est pas non plus n'importe qui. Ben, oui, mais c'est pas des joueurs d'envergure internationale. C'est des bons joueurs, Je mais pense que Karabatic a tout le potentiel pour l'être et que Salou est souvent handicapé par des blessures et barré par Tej, mais que avec plus de temps de jeu, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est assez pertinent. Donc je pense qu'avec un peu plus de confiance de la part de Canaillé, il pourrait resplendir un peu plus que ce qu'il le fait actuellement. Et je vous rappelle en parlant de gardien que alors je- alors j'ai toujours un doute si c'est Primo Prost ou Richard Storrell qui arrête, hein, Storrell. voilà, c'est Storrell, voilà. Toral. Storrell qui ne sera plus gardien, donc c'est pareil. Est-ce que c'est pour pallier à l'arrivée de Thierry Omeyer, hein, c'est Non, c'est juste que Prost était venu en remplacement de Robin Robin, qui était ouais. blessé, et Robin étant de retour et encore sous contrat pendant 2 ans, ben, il fallait qu'il y ait un des deux autres qui s'en aille, et ils ont estimé que c'était à Storrell de partir. Donc comme on l'a dit, Chambéry a perdu, ça en a profité pour Saint-Raphaël. Saint-Raphaël qui s'est bien battu, hein, face à Ivry, ça a été difficile, Ivry menait à la mi-temps, mais Saint-Raphaël gagne sur le score de 27-26. Un excellent match et qui voit revenir à un point cette équipe de Saint-Raphaël. Bonne perf de Saint-Raphaël. Est-ce qu'ils peuvent aller chipper comme ça cette seconde place qui n'est plus qu'à un point face à Chambéry, Mika? Je t'avoue que j'ai pas forcément regardé les matchs à venir pour les deux équipes. C'est sûr que Saint-Raph est sur une bonne dynamique, Chambéry un peu moins, mais Et un Chambéry-Saint-Raphaël mercredi. Voilà, eh ben voilà. voilà. Cham- Donc c'est l'occasion ou jamais, hein. Alors je vais te donner les trois derniers, Chambéry, Saint-Raphaël, Créteil, Chambéry et Saint-Raphaël-Montpellier. Aïe, la 25e journée. Mais bon, Montpellier qui a vraiment plus rien à jouer. Donc voilà, on va voir. Et puis le dernier match, c'est Tremblay-Saint-Raphaël. Donc Ben, ça va être un gros match. Et puis Chambéry, la dernière journée, reçoit Paris qui joue le maintien. Donc calendrier difficile pour les deux équipes, hein. Ben. Ouais, non, non, c'est sûr. Je voulais revenir un petit peu au match contre Ivry, ils sont tombés contre une très bonne équipe d'Ivry qui était en pleine forme actuelle sur cette fin de saison là, qui a fait une très grande prestation encore avec l'un des frères Simonet, Diego, qui a été encore excellent. Voilà, la maturité aussi de cette équipe qui commence à porter ses fruits et voilà, qui réussit à gagner un petit point pour maintenir un petit peu de suspense et donc se présenter face à Chambéry pour le match capital de leur saison pour pouvoir encore espérer cette seconde place. Donc tout le monde sera bien évidemment devant ses écrans pour voir ce gros match qui risque d'être très engagé. Ouais, en espérant voir un excellent match sur nos confrères de Canal Plus Sport. Mika, tu nous dis en off que on peut reparler vite fait de Montpellier. Salou, on parlait de pivot justement, aurait signé à Cesson. Ben, c'est ce qui se dit en bruit de couloir, donc à vérifier. À vérifier. Donc effectivement, pour Montpellier, il leur faut un C'est pivot. son d'où il était venu, pour la petite histoire, d'où il venait avant d'arriver à Montpellier quand même. Ouais, Il avait été formé à Cesson. Rémi Salou qui fait du handball, on en parlait tout à l'heure également. Alors on a parlé de Saint-Raphaël qui sont peut-être capables de coiffer au poteau Chambéry. Ça va être trois derniers matchs de folie pour ce haut de classement. Mais il y a aussi le bas avec la victoire de Paris face à Is 37-28. Une victoire qui relance un peu aussi cette lutte pour la relégation. C'est vraiment... voilà, il y a encore quelques équipes qui sont concernées, pas tous. Je vais vous les citer vite fait. Alors, Paris qui est dernier à 14 points, Nîmes avant-dernier 15 points, Istres 15 points, Ivry 16 points. Allez, Créteil avec 17 points semble quand même un peu protégé. Ça va jouer jusqu'au bout. Paris qui se bat bien, Benoît. Ouais, pareil qui lâche rien et en plus quand j'ai su le résultat, je pensais que Kevin Nyokas avait fait sa rentrée, mais
J'ai appris qu'il n'était pas encore complètement apte. Donc ils ont réussi vraiment une très grande prestation face à Istres. Et Istres, du coup, se met grandement en danger, parce que ce match-là était capital pour eux. Donc là, ils se voient revenir à un point de Paris. Paris n'a pas non plus un calendrier des plus simples, mais Istres non plus. Il faudrait qu'on se rappelle si Ludo, tu avais les derniers matchs d'Istres pour qu'on puisse un peu comparer le bas du classement. Je les ai. Paris bat Nîmes déjà, donc Alors, il y aura un match déjà intéressant. voilà. Alors la semaine prochaine, Nîmes-Paris et Créteil-Istres, justement. Ah voilà, il y a le fameux Créteil-Istres. Voilà. Oui. Justement, Créteil qui vient de perdre chez nous et qui est du coup se remet un petit peu en danger, et Istres qui n'est pas bien. Donc voilà, il y a un match capital la semaine prochaine entre Créteil et Istres. L'avant-dernière journée verra Istres recevoir Cesson, par contre Paris recevoir Dunkerque. Et la dernière journée, Chambéry-Paris. Alors ça va être difficile quand même pour Paris d'aller battre Chambéry qui luttera sûrement avec Saint-Raphaël. Et Istres, Ivry. Oh là, ça va être aussi un sacré match. Ivry-Istres, la dernière journée. Donc calendrier aussi difficile pour les deux. Hein. Mika. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est de voir que à toutes les journées, il y a des matchs il y a des matchs pour entre adversaires directs, des matchs à 4 points. Donc c'est vrai que toutes les journées, il peut y avoir des surprises. On avait condamné un peu Paris. On voit qu'ils reviennent à un point. La semaine prochaine, s'ils battent Nîmes, ils vont se retrouver devant Nîmes. Donc non, c'est intéressant en bas de classement. Et malgré le fait qu'il y ait cet écart entre le haut de tableau et le bas de tableau, ça nous permet quand même d'avoir une lutte pour l'Europe et une lutte pour le maintien en bas de tableau en cette fin de saison. Ça garde un certain intérêt pour le championnat, même si on a déjà sacré le champion. Alors il y a des équipes qui se sont un peu oxygénées, qui se sont donné de l'air dans ce championnat, notamment Toulouse. Toulouse 6e quand même. Ils sont bien relevé la tête, hein, emmenés par un très bon Jérôme Fernandez. Toulouse 6e. Bon, bah, je pense que pour pour la 5e place, c'est Nantes, hein, c'est foutu, il y a 7 points d'écart. Mais Toulouse qui est bien revenu dans ce championnat, qui se sont fait peur et qui repartent sur de bonnes bases. Toulouse qui a battu, je vous le rappelle, hop, je les ai sous les yeux, voilà, Nîmes, 32-29 justement. Équipe de Toulouse qui a su quand même relever la tête, Ben. C'est bien. Ouais, ils ont réussi à gagner le match qui était capital pour eux Voilà. aussi. Un gros match en jeu contre une équipe de Nîmes qui devait encore euh, pouvoir espérer récupérer des points après sa grosse performance contre Montpellier. Mais voilà, Toulouse a réussi chez lui à faire le travail et du coup se donner de l'air et garantir son maintien dès à présent. Quand on voit les matchs qu'ils ont sortis, Toulouse, Mika notamment, face à Saint-Raphaël, c'est pas un peu du gâchis cette saison toulousaine? Oh, gâchis, un petit peu, mais ça reste quand même un club qui est en train d'essayer de construire quelque chose. Donc je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps. Maintenant, ça fait 2 saisons qu'ils commencent à avoir un effectif conséquent et qu'ils n'ont pas les résultats escomptés. Bon, apparemment, il devrait changer d'entraîneur, donc est-ce que ça va changer la donne? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette équipe et s'ils recrutent un pivot de haut niveau et un entraîneur compétent, je pense que ils pourront jouer l'Europe dès la saison prochaine. En parlant d'entraîneur, pas de bruit de couloir, messieurs, sur le futur entraîneur de Toulouse? Oh, ben, on avait un peu parlé je sais qu'ils ont fait une proposition à Alain Porte qu'il a refusé, qui reste en équipe de sélectionneur de la Tunisie. Exact. Et on parlait un peu depuis Ségur, mais depuis, j'ai rien entendu de neuf. Alors, il y a une autre équipe qui s'est donné de l'air, n'est-ce pas, Benoît? C'est Tremblay. Tremblay, match à pas perdre, 28-23. Vous avez réussi au même titre que Toulouse, à gagner un match charnière, Benoît. Ouais, on avait fait une bonne semaine. On avait un peu changé nos habitudes aussi sur la préparation du match. On s'était mis un petit peu ouvert toute la journée pour préparer ce match et être dans les meilleures dispositions. Donc, on est satisfait que tout s'est bien passé et voilà, de prendre un peu d'air, mais on n'a pas terminé encore le travail puisque là, on n'est pas encore sûr du maintien. Il faut encore gagner au moins un match. Donc, on va tout faire pour l'emporter.
voulais juste avoir une petite pensée pour Olivier Gnocas, le frère de Kevin, là, qui a eu un petit fait de jeu désolant puisqu'il s'est blessé assez rapidement et je crois qu'il s'est luxé de manière ouverte le doigt et du coup il s'est fait opérer dans Ouais. la foulée. Donc une petite pensée pour lui et donc pour Créteil qui va devoir batailler jusqu'au bout et déjà qu'il n'était pas dans une forme resplendissante, mais en plus sans ce joueur clé, ça risque d'être encore plus compliqué. Alors Benoît, une petite question, est-ce que vous en savez plus sur l'avenir de Tremblay? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont arriver? L'exode est-elle terminé? Est-ce que vous êtes rassuré, vous, Tremblaisiens? Toujours pas? Alors pour tout te dire, on est rassuré d'un point de vue sportif parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Donc on se remet un petit peu de ces 2 mois vraiment compliqués pour voilà essayer de reprendre un peu aller de l'avant. Mais comme je l'ai dit, c'est encore pas terminé. Il faut encore vraiment assurer ce maintien qui risque d'être encore compliqué si jamais on retombe dans nos travers qui étaient les nôtres ces derniers temps. Concernant le club, non, hélas, on n'a pas plus de nouvelles. Est-ce que la situation financière bloquait un petit peu les futures arrivées? Je l'espère. Et donc, à nous de gagner encore ce match qui nous manque pour que le club puisse enfin avoir une vision un peu plus lointaine et donc puisse concrétiser les différentes pistes qu'ils ont pu avoir jusqu'à maintenant, parce que je sais que le club travaille, le club est en relation avec des joueurs de qualité. Maintenant, notre situation sportive n'était pas non plus encore tellement acquise, donc ça a peut-être, c'est peut-être aussi la cause de ce moment de flottement. Donc j'espère que le club va pouvoir se rassurer sportivement définitivement et rapidement, et donc que le club puisse ensuite nous proposer la suite des choses avec un recrutement de qualité et ambitieux pour qu'on puisse tourner la page de cette saison Galère. compliquée et qu'on puisse se projeter rapidement sur la saison future. Tremblay-Nantes la semaine prochaine, Nantes tombeur de Chambéry. Donc autant dire que ça va être difficile pour Tremblay, mais c'est peut-être le match qu'il faut pour Tremblay, pour se sauver définitivement. Allez, on va repasser en revue les résultats de cette 23e journée d'LNH. Célestat Cesson 28 partout. Paris-Istres, victoire de Paris, on l'a dit, 37-28 dans un match capital. Saint-Raphaël s'est imposé difficilement face à Ivry, 27-26. Toulouse s'est imposé face à Nîmes 32-29. Créteil s'est incliné sur le terrain de Tremblay 28-23. Victoire de Montpellier face à Dunkerque 36-28. Et victoire de Nantes face à Chambéry 27-22. Au classement, Montpellier champion avec 43 points. Suivi de Chambéry 35 points, Saint-Raphaël 34 et Dunkerque 31. Même Dunkerque peut encore espérer viser cette deuxième place. Ça sera difficile, ça sera même un exploit, mais bon, mathématiquement, c'est encore faisable. Et derrière, il y a un trou déjà avec Nantes 27 points. Donc Nantes, c'est un peu le dindon de la farce, ils sont entre les deux. Il ne joue plus rien. Toulouse, 6ème, belle remontée de Toulouse, 20 points. Célestat, 19ème. Et puis derrière, en fin de classement, on l'a dit, Paris, Nîmes, Istres, Ivry se tiennent en 2 petits points, soit une victoire. Autant dire que ça va se jouer jusqu'au bout. Prochaine journée, Cesson-Montpellier, Ivry-Célestat, Nîmes-Paris, Créteil-Istres, Tremblay-Nantes, Saint-Raphaël se déplace à Chambéry pour le choc de cette 24e journée à suivre sur Canal+. Donc on essaiera de faire notre grand format également dans Handé. Chambéry-Saint-Raphaël, le match vraiment à ne pas manquer. Et Dunkerque-Toulouse également, un beau match en perspective. On va passer en Pro D2. Alors j'ai cru, en voyant le match nul de Billère et la victoire d'Aix, j'ai cru que Aix était en LNH officiellement, mais malheureusement, et Mika, ça tu vas pouvoir nous l'expliquer, avec un goal average un peu particulier, Aix peut tout perdre encore la semaine prochaine. C'est pas un goal average un peu particulier, c'est un goal average particulier tout court. Donc, c'est-à-dire que si on est à égalité de points, et ben c'est les 2 matchs qu'on a joués contre l'équipe en question qui comptent. Et on a été perdre à Billière et ils sont venus faire match nul chez nous. Donc, sur les 2 matchs, c'est eux qui ont l'avantage. Donc, il va falloir gagner ou faire match nul. Alors je crois que ça va être
Aix-en-Provence. Alors, juste avant, hein, donc vous êtes imposé face à Nancy, 25-28. Plus 3 pour Aix-en-Provence, est-ce que ça reflète un peu le match ou comment vous l'avez senti ce match-là? Est-ce que c'était plus Ouais, difficile que ben, prévu? on l'a senti bien en première mi-temps. On était bien dans notre match. Et puis, comme on l'avait fait la saison précédente, on est revenu du vestiaire. On a pris la foudre d'entrée. Je sais pas si on s'est vu trop beau. Donc, et puis, on a beaucoup buté sur ce gardien, Nicolas Poto, qui est un très bon gardien et qui n'a pas été utilisé, je pense, assez cette saison par l'entraîneur de Nancy. Je sais pas pourquoi il n'a pas joué plus que ça. Un 2 Ouais, sur 6, Mika. oui, moi 2 sur 6 ouais, bah, il m'a croqué, comme on dit, hein. Bon, il y a deux ratés en première mi-temps où j'estime qu'il y a penalty sur moi. Après, au moins un des deux, c'est sûr. Le premier, j'en suis pas certain. Et en deuxième mi-temps, bah, psychologiquement, il a un peu pris le dessus. Mais il m'a fait des trucs un peu bizarres. Il est sorti très haut, très vite. Et voilà, rien de spécial. Merci. C'était un match. RAS. Ouais, merci peut-être à Romain Capel, hein, qui a fait un Oui, excellent oui, Robin Capel a fait un très très grand match, mais 50%. ça fait quelques matchs qu'il est vraiment dedans. Et notamment, il a sorti un ou deux ballons très importants. Même si la défense a tenu le choc, il a sorti vraiment des ballons importants dans les dernières minutes qui nous ont permis de vraiment respirer parce qu'on avait repris deux ou trois buts d'avance et on sentait Nancy sur nos talons. On avait repris 2 minutes, donc on était à 5 contre 6 pour finir le match. Et Robin a été décisif encore une fois, mais aussi bien que la défense. Alors Nancy s'est incliné face à Aix-en-Provence 25-28. L'autre équipe qui joue aussi la montée directe en LNH et donc le titre de champion de Pro D2, c'est Billère qui n'a pas pu faire mieux que match nul face à Besançon. Alors intrinsèquement, on peut dire que ce match nul ne change rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que Billère gagne et qu'Aix-en-Provence perde le dernier match pour monter directement en LNH. Donc bon, match nul n'arrange les... Enfin bon, ça change rien. Mika... Ça nous arrange, nous, oui, match nul. Ouais, Ah, ça... match nul, tu veux dire de week-end dernier? Ouais, Oui, oui. ouais, C'est un moindre mal pour Bière. Voilà. ouais. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre la stratégie à long terme de Billière parce qu'ils sont vraiment en train de lâcher des forces. Je le vois à ce que nous, on produit, c'est-à-dire que on est vraiment au bout du rouleau, comme on dit. On a une fatigue extrême. Au niveau psychologique, il est vraiment temps que ça s'arrête. Et s'il fallait refaire 4 matchs derrière, ce serait vraiment difficile psychologiquement. Et je vois que Billiard fait vraiment. Il lance toutes ses forces cette bataille à la première place en espérant qu'on fasse un faux pas. Alors c'est justifié ou non, mais j'ai peur que ça leur coûte cher pour les playoffs. Ouais, si Billière venait, enfin si Aix-en-Provence venait à monter directement à l'ENH, Billière risque vraiment de payer ses efforts, hein, c'est ça, Mika. Ça va être Ben, je difficile. pense, ouais. Et ce serait pas une surprise de les voir se faire sortir dès les demi-finales s'ils doivent aller jouer à Vernon. On sait que c'est un déplacement difficile. Ouais. À la maison, ils ont l'habitude de gagner, mais rarement de beaucoup d'écart. Donc, bon, c'est pas encore fait. Il faut encore qu'on gagne vendredi. Donc, Faut s'arranger. Ouais. je vais pas me prononcer tout de suite. Donc espérons lundi prochain avoir une bonne nouvelle du côté de la Pro D2 pour Michael Iles. Donc on disait les playoffs justement. Donc Mulhouse va jouer les playoffs. Dijon va jouer les playoffs. Et derrière, c'est la lutte un peu entre Vernon, Semur, Besançon. Même Chartres, non, je crois que c'est fini pour ces équipes. Donc on va dire Vernon et Semur peuvent encore jouer cette cinquième place. Vernon qui s'est imposé, qui s'est incliné justement face à ce mur 26-25. C'était un peu le choc de cette 25e journée. Autrement, dans les autres matchs, hein, Mulhouse a explosé Chartres 38-29. Besançon-Billière, on l'a dit, 24 partout. Sainte-Ponton-Combo, belle victoire de Ponton-Combo qui se donne de l'air aussi dans cette lutte pour la relégation. Alors Nanterre est condamné, on l'a dit. Mika, rappelle-moi, il y en a deux qui descendent, c'est ça, hein? Il y a deux descentes, oui. Donc, pour l'instant, c'est Nanterre et Massy. Voilà. Mais Massy avait annoncé qu'il faudrait peut-être qu'ils aillent gagner à Dijon. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux. On va voir ce qu'ils sont capables de faire. Et Angers doit venir gagner à Aix-en-Provence s'ils veulent s'assurer de se maintenir. Mais il suffirait que Massy ne gagne pas
pour qu'il soit maintenu. Alors ça va être ouais, match, vraiment un match très difficile qui vous attend du coup, parce qu'Angers va jouer, enfin, à mon avis, va pas attendre un faux pas de Massy. Pourquoi? Parce que Dijon n'a plus rien à jouer. Et puis le match Billère-Semur, Semur aussi hein, peut jouer encore la LNH si Vernon chute contre, je regarde ça, contre Mulhouse justement. Donc c'est un peu le même cas de figure pour vous, hein, les ex-Ois et puis les coéquipiers, les joueurs de billard. Donc voilà, deux équipes, c'est deux matchs de deux équipes qui ont quelque chose à jouer dans ce championnat de Pro D2. Alors Benoît a un championnat de Pro D2 quand même qui tient toutes ses promesses et qui voit peut-être en Aix-en-Provence un beau vainqueur et un favori qui gagne. Ouais, si tout va bien. Normalement, ils ont fait le plus dur, donc là, c'est vrai que euh, en recevant à la maison et en ayant leur destin en main, ils devraient pouvoir accéder directement à cet élénage. Donc, vu le parcours qu'ils ont fait, ce serait que justice. Maintenant, pour le bas du classement, ça reste complètement ouvert parce qu'il y a des mal classés qui jouent contre des équipes qui sont déjà qualifiées pour les playoffs. Donc, Ouais. Dijon n'aurait aucun intérêt à jouer ce match. Je serais entraîneur de Dijon, je mettrais les seconds couteaux voir le centre de formation pour essayer de garder un peu des forces vives pour les Pour playoffs. les playoffs. Donc, ce qui pourrait permettre à Massy, dans le cas d'une victoire, de se maintenir, puisque Angers a un déplacement difficile à Aix. Donc, non, mais voilà, il va peut-être y avoir encore quelques surprises sur cette fin de saison et Massy va peut-être se sortir justement dû à ces playoffs mis en place par la Pro D2 et qui, si la stratégie est à peu près respectée de Dijon, va peut-être un peu galvauder cette fin de championnat. Ouais. Peut-être au bénéfice de Massy qui pourrait justement jouer une équipe de Dijon peut-être un peu sur la réserve vu les échéances qui lui restent et donc se permettre de pouvoir se sauver grâce à cette victoire. Donc voilà, il va peut-être y avoir le sac quoi. Il va y avoir certainement le sacre d'un beau champion. Et puis après, peut-être dans la lutte pour le maintien, Massy qui va peut-être passer devant Angers lors de cette dernière journée et pouvoir se sauver. Donc encore pas mal de suspense. Donc ce sera voilà, de bon augure Alors, en vue des playoffs qui arrivent aussi et qu'on va pouvoir suivre avec attention à la suite de ce championnat. Alors, Mika, pas trop, pas encore de stress, de tension, parce que Aix-en-Provence-Angers, c'est le dernier match, c'est une finale, c'est jouer toute la saison sur un seul match, parce qu'Angers va se donner à fond pour essayer de l'emporter également, sachant, comme tu l'as dit, Ben, un Dijon pourrait peut-être faire jouer ce qu'on appelle au foot les coiffeurs, et pour laisser un peu tomber ce match-là et se concentrer sur les playoffs. Ça va être vraiment un match très compliqué pour Aix. Ouais, ben, c'est un match pour le maintien pour les deux, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est un Ouais, match en maintien en Pro D2 pour Angers, mais quelque part, on a un pied en LNH et c'est un match de maintien en LNH pour nous. Donc, on a tous les deux beaucoup à perdre sur ce match-là et on reçoit et on a l'avantage de recevoir et il n'y a pas de raison. La dernière fois qu'on a perdu à domicile, c'était l'an dernier contre Mulhouse à la dernière journée de championnat. ouais. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas perdu dans cette salle. Il n'y a pas de raison que ce soit le prochain match, mais c'est sûr qu'il faut se méfier de cette équipe d'Angers qui nous avait posé des problèmes à l'aller. Et on continue malgré la fatigue psychologique et physique à rester éveillé, à s'entraîner correctement pour vraiment produire un gros match. Et quelque part, c'est pas plus mal pour notre public qui aurait pu assister à un match un peu gag si on avait été sacré la semaine dernière avec cette semaine qui aurait pu être plus festive que d'habitude. Donc là, ça fera un gros match à la maison pour terminer la saison et j'espère une belle fête. Ouais, on espère aussi. Donc, je vous rappelle quand même que, chers auditeurs, qu'un simple match nul pourrait, simple match nul, façon de parler, pourrait voir Aix, quoi qu'il arrive, champion de Pro D2 cette année. On rappelle les résultats. Donc, Nancy s'est incliné face à Aix-en-Provence 25 à 28. Angers s'est incliné à domicile face à Dijon 28 à 26. Massy l'a emporté face à Nanterre 28-25. Panton-Combo est allé gagner à Saintes 27-28. Billière et Besançon se sont quittés sur un score nul 24
partout. Semur s'est imposé face à Vernon 26-25. Mulhouse 38, Chartres, Mainvilliers 29. Donc voilà, prochain match, on l'a dit, hein, les 2 matchs à suivre, Aix-en-Provence-Angers et Billard-Semur. Donc autant dire que ça va être 2 gros matchs. Une Donc, petite pensée pour William Holder et Ponto Combo qui, donc, avec leur victoire à qui sont Saintes, sauvés. ont acquis le maintien dès cette journée. Et donc, On a pourront porté jouer chance. plus libérés sur cette dernière journée. on a porté chance, quand même. Je sais pas, mais en tout cas, je suis bien content pour eux et surtout pour William Holder. Et puis au classement, on l'a dit, Déjà, on porte pas mal, alors, déjà. Et c'est vrai qu'on porte chance à beaucoup d'invités quand même. Bah, attends, j'espère, on verra Mika s'il nous paye le champagne lundi ou pas déjà. Donc au classement, on l'a dit, Aix-en-Provence et Billière, bah, c'est la lutte pour le titre, hein, un petit point et Aix et en LNH. Et puis au classement, Nanterre condamné, ça va jouer entre Massy et Angers au dernier match. Donc allez, un point, on va dire Massy a plus de chances de se sauver qu'Angers à l'heure actuelle si Massy toutefois bat Dijon lors de la dernière journée, la 26e de la Pro D2. 21h20, il nous reste 10 minutes pour parler un peu de LFH avec la finale qui se jouait entre Arvor et ici Paris. Victoire d'Arvor 23-16. Est-ce que c'est un avantage rédhibitoire, Benoît, pour Arvor? Bah, on va pas dire, on va laisser un peu de suspense. Je sais pas si c'est à Arvor, hein, 23-16 à Arvor. C'est ça. Ouais. Donc le match retour reste encore ouvert malgré tout. On a vu des retournements de situation bien plus importants que ces 7 buts-là. Malgré tout, voilà, c'est quand même une grande performance. Avoir pris si peu de buts montre une grosse intensité défensive. Certainement une gardienne au meilleur de sa forme, donc un avantage certain. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? Je le pense, mais voilà, ça reste encore quand même, on leur laisse quand même une chance de pouvoir essayer de remporter quand même ce titre. Ce titre exactement, donc dans la lutte pour la 3e place, Toulon, Metz, victoire des Toulonnais, je pense, je sais pas, ouais, c'est ça, 36-33. Bon, c'est pareil, un match retour qui va être passionnant, hein, 3 buts d'écart, c'est la lutte pour la 3e place. Et dans la Challenge Cup, belle victoire du Havre, 36-27 face au Murat Passa, les Turcs, me semble-t-il. Donc c'est pareil, le Havre, Mika, qui prend un bon avantage au match retour. Tu crois vraiment que je suis le handball féminin en ce moment, toi? Ah bah t'es à fond dedans, non, Mika, on le sait très bien. Comment? C'est le copine de l'équipe. Non, mais de toute façon, pour faire court, on en avait parlé déjà de cette Coupe d'Europe qui est quand même beaucoup moins relevée que les précédents, La que Challenge Cup, les autres. Et voilà, une équipe française avec les structurations qui existent au sein des clubs français peuvent largement prétendre à remporter ce titre. Ouais, effectivement, c'est vrai que le Havre, ça fera une coupe de plus dans l'escarcelle d'un club français et c'est pas négligeable. Et bon, bah, je pense qu'on a fait le tour un peu de l'actualité handballistique, à moins que on peut parler quand même pendant 8 Et minutes. Final Four, un petit coup quand même. Ah, On a le vu tirage au Final sort. Four. Ah bah oui, le Final Four. Alors, Le tirage au sort a été quand même prépondérant. Maintenant, va falloir dégager les 2 finalistes et le vainqueur. et bah Et justement. Copenhague. Ah, justement, bon, Kiel Copenhague? ah, ah. Ouais. Ouais, moi aussi je pense, mais Alors, je pense que Kiel va gagner par contre en finale. bah justement, on va vous demander l'avis et on va le mettre dans à vos pronos, l'émission. Alors on a fait l'émission des paris sportifs avec une page handball forcément. Et justement, j'avais posé la question à tous nos invités, quelle équipe remportera le Final Four, donc qui sera vainqueur de la Ligue des Champions. Donc j'ai les cotes, justement. Alors qu'il était à 2 contre 1, Madrid à 3 contre 1, Copenhague à 4 et Berlin à 11. Mathieu, la voix du moteur show, a dit Kiel. Xavier a dit Kiel. Et moi-même, j'ai dit Copenhague, pareil qu'Anthony. Alors messieurs, je vous écoute. Copenhague a une cote de 4 quand même. Et vous voyez Copenhague-Kiel justement en finale. Donc pas d'Atlético de Lucas Ballot, Mika. Non, depuis le début de la saison, je suis vraiment fan de Copenhague et du jeu qu'ils produisent. Et franchement, je pense qu'ils auront. Je sais pas, je pense pas qu'il y aura
Ça va être un beau match contre l'Atlético, mais je pense pas qu'ils arrivent, que l'Atlético arrive à s'imposer. Alors, Copenhague pour toi, Mika? Kiel. Mais Copenhague-Kiel, Ah, je t'avoue que je peux pas vraiment me prononcer. Là, j'aurais envie de dire Copenhague, mais c'est vrai que Kiel a vraiment une grosse armada et ça va être une équipe difficile à battre quand même cette année. Surtout alors, qu'ils viennent de gagner J'ai peur que la Supercoupe succession des deux d'Allemagne. matchs soit difficile pour Copenhague. Oui, en plus, Kiel aura peut-être Sur un week-end, ouais. plus de facilité à se défaire de Berlin dans sa demi-finale, donc aura peut-être lâché moins de force. Oui, donc vu sous Et cet qu'au niveau de angle-là, peut-être l'effectif Kiel, ouais. aussi, c'est peut-être un peu moins conséquent aussi que Copenhague. Donc, moi, je suis assez d'accord Kiel, avec toi, Mika, ils sur. seront en Allemagne aussi, Ouais. même si c'est pas à Kiel, ça reste en Allemagne, donc le public sera sans doute acquis à la cause de Kiel. Ils alors, seront pas à domicile. un petit mot quand même sur la cote de Berlin qui est à 11. Est-ce que vous conseillez pas du tout de mettre un petit billet? Ouais, mais un tout petit alors. Si, Ah, parce voilà. qu'on sait Une pas, ça peut rapporter gros, hein. Alors, Tu peux mettre Penny. alors Kiel, au même titre qu'on va dire que Montpellier a remporté il y a une semaine le championnat. Cette semaine, on remporté la coupe d'Allemagne. Donc, autant dire qu'ils sont en passe peut-être aussi de remporter la Ligue des Champions. C'est tout bénef pour nos joueurs français hein, de là-bas, Narcisse et Thierry Omeyer, donc qui vont arriver vraiment boostés aux Jeux Olympiques. Maintenant, voilà, on a eu vos pronostics et Thomas Guillon en off, la voix de Il y a quand on a, Thomas aussi, voilà, qui nous dit kill. voilà, qui nous dit qu'il. On va faire un petit mot quand même sur la liste des joueurs et entraîneurs de la. Sabine du chat aussi, tiens, parce que j'entends plus Lisa, j'en profite, qui dit Kiel et Madrid, c'est ce que je pensais aussi, Kiel Madrid, mais bien sûr, vainqueur Kiel peut-être. Alors, je pense qu'on peut peut-être finir, il reste 4 minutes sur la liste des dominés des meilleurs joueurs par poste et du meilleur entraîneur de la saison 2011-2012. Alors, messieurs, on va commencer par l'ailier gauche et on va essayer de mettre ça quand même sur la page Facebook. Alors, Mika, ailier gauche rapidement entre Arnaud Bingo, Hugo Desca et Valero Rivera. Alors malgré le fait qu'il ne daigne pas nous répondre pour une interview, Valero Rivera. Benoît, Pas mieux. Stan, Je suis fâché contre lui parce qu'il m'a pas répondu, mais j'ai bon espoir pour une émission future. Mais handballistiquement parlant, ça a été vraiment très très complet et très impressionnant. Benoît, Stan, pardon. Tu peux répéter la question? Meilleur ailier gauche, Bingo, Desca, Rivera. euh... Ouais, je vais dire bingo, tiens, pour... Ok, on passe alors à l'ailier droit entre Maxime Derbier de Istres, Dragan Gaïc Montpellier ou Damien. Alors ça, on l'a reçu. Je vous demande de dire le nom à ma place, je vais l'écorcher. Skacanoc. Voilà, Skacanoc de Nîmes. Alors Gaïc, Derbier ou Skacanoc? Ouf, j'ai réussi. Moi, Derbier, mais par affinité plutôt. Benoît, Moi, Skasanoc, pour l'ensemble de sa saison, il a presque porté à lui tout seul le club avec des performances vraiment de très haute volée à tous les matchs. Je pense qu'il est même meilleur buteur. C'est dommage qu'il se soit blessé là récemment, sinon il aurait pu asseoir son titre de meilleur buteur. Là, il va peut-être être un peu plus compliqué à conquérir, mais sinon, ouais, Damien Skasanoc. et Stan pour finir. Skacianoc pour ses performances et son nom. C'est ça. J'ai perdu ma page, bougez pas, je la reprends, tout s'est éteint, donc donc voilà, on essaye de voir un peu l'équipe type, hein, c'est un peu l'équipe type avec les gardiens, les entraîneurs et tout. Alors je rame un peu parce qu'il faut que je retrouve la page qui a eu la gentillesse de s'effacer. Voilà, j'ai de nouveau les noms sous les yeux, après l'ailier droit, après l'ailier gauche, pardon. On va passer à l'arrière gauche entre pop, pop. Voilà, entre Xavier Baraché, Sébastien Bosquet et Vid Kavitnich de Montpellier. Arrière droit, alors c'est. Arrière droit, pardon, oui. Moi, j'ai mis Bosquet, moi. Bosquet, Ouais. Benoît. Moi, je suis un grand fan de Baraché depuis très longtemps, même il est passé complètement à côté de son dernier match. Je dirais Xavier Baraché pour attaque, défense, voilà, c'est Il est vraiment un complet. joueur très complet. Moi, Bosquet, parce que autant au niveau international, je trouve qu'il s'est jamais épanoui, autant au niveau du championnat de France, j'ai toujours trouvé qu'il
qu'il avait vraiment des capacités au-dessus des autres. Et en championnat, je trouve qu'il est vraiment impressionnant. Il marque beaucoup. Et en plus, maintenant, il défend. Donc, complet. Stan. Ouais, je suis d'accord avec Mika, je dirais Bosquet aussi. L'arrière gauche, donc il y a Acambré, Jérôme Fernandez et Diego Simone. Donc Mika, pareil, ton avis? Simone, je suis fan des Ouais, deux. j'ai hésité aussi longuement à mettre entre Fernandez et Simone, mais Fernandez aussi, il y a des moments à porter Toulouse à bout de bras. Benoît? Ah, c'est Ben difficile. écoute, j'aurais bien mis Fernandez arrière gauche et Simonet demi-centre, comme ça, ça aurait été plus simple pour moi, mais c'est vrai que Fernandez a été malgré tout très bon et Simonet, il n'y a pas révélation ou je sais pas quoi, mais là, lui, Oui, il est dans la révélation aussi, hein. c'est vraiment la révélation du championnat. C'est vraiment un joueur Je l'ai mis. atypique avec Ouais. des qualités vraiment impressionnantes. Donc, allez, on va dire, ouais, pas Ah. mieux. Non, Jérôme Fernandez quand même, mais Simonet, révélation du championnat. Stan? Joker. Ok. Demi-centre, Edin Bazic, Nicolas Karabatic ou Bastien Lamont. Mika? Lamont, moi je suis fan de Lamont. C'est lui que on a vu que à partir du moment où il est revenu à Dunkerque, Dunkerque est reparti du bon pied. Donc c'est vraiment un meneur d'hommes. Il défend, il attaque, il a jamais rien. C'est le prototype du joueur de club et j'adore ça. Ben? Non, c'est vrai, son analyse est très juste de Mika. C'est vraiment un élément euh, principal de l'équipe de Dunkerque. Malgré tout, je pense que Bazic aussi. Edin Bazic est aussi a eu un rôle prépondérant parce que quand il était peut-être un peu en dessous, il a su faire jouer ses coéquipiers au début du championnat. Après, quand ses coéquipiers étaient un peu moins bons, il a pris la relève. Donc moi, je dirais Edin Bazic. On en retrouve pas mal de Montpellier, hein. Stan entre Bazic, Karabatic et Lamont. Je vais quand même, même si je pense que Basic, mais je vais dire Karabatic. Karabatic. Ok. Pivot, alors des 13, Jurisek ou Issam Tej de Montpellier. Mika, je pense que t'as mis Jurisek. Oui, oui, oui. Jurasek, ouais, j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est un joueur, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui lâche jamais rien, qui est vraiment efficace au shoot et qui défend aussi très bien. Donc, mais tout autant que Tej, mais je préfère un peu Jurasek quand même. Benoît. Ah, moi, si ce sera Jurisek. Et en plus, il a 37 ans, je crois. Ouais. Et C'est c'est ça. encore c'est un modèle de professionnalisme et d'efficacité. Un peu comme tous les pivots. Bon, Non, j'essaye non, de mais faire c'est des vrai que flirts, hein. voilà, je suis un peu plus dans son registre que des 13 ou Tej qui sont un peu différents. Je suis plus voilà, fan de ce jeu et je me rapproche plus de celui de Jurisek. Donc euh, voilà, mon choix est très logique. Allez, il nous reste encore deux catégories très rapidement. Stan entre Détresse, Jurisek et Tej. Benoît Perabou. Benoît Perabou. Allez, c'est parti, on passe au niveau des gardiens. Alors, on le disait tout à l'heure, on en a parlé, Cyril Dumoulin, Vincent Gérard ou Slavica Djukanovic de Saint-Raphaël. Alors, j'imagine, allez, Vincent Gérard pour toi, Mika. Ou Non, Dumoulin. non, moi je Dumoulin. t'ai dit tout à l'heure, j'ai mis Dumoulin, mais plutôt pour la longévité sur les 2-3 dernières années. Ouais, Je sa pense que régularité. Gérard est un gardien d'avenir, il a fait une grande saison, mais Dumoulin fait aussi une grande saison et ça fait plusieurs qu'il fait, donc Dumoulin. Alors, vous pouvez retrouver l'équipe type de nos spécialistes sur la page Facebook. Benoît, les gardiens. Ouais, même si Vincent Gérard a été très bon, je pense que Dumoulin a quand même un- une stature encore un peu plus impressionnante puisqu'il rayonne aussi au niveau sur la scène européenne et équipe de France. Donc Cyril Dumoulin quand même, malgré la très très grosse saison de Vincent Gérard. Stan, Ouais, Dumoulin. sans hésiter. J'espère, sera le deuxième gardien d'équipe de France, pourquoi pas. Alors en défenseur, il y a également David Jurisek cité, Wissem Ashman de Montpellier et Roch Felio de Nantes. Mika, Félio. Ben, Même si j'ai un gros contentieux avec Roch Felio, je pense que sur l'ensemble de sa saison, il mérite sa place de meilleur défenseur. Stan. Je vais suivre les experts.
Alors, le meilleur espoir de la saison, on l'a compris, entre Hugo Desca, Diego Simone, Benjamin Accourt, sans hésiter, tout le monde Diego Simone à l'unanimité. Oui, mais sans oublier les deux autres qui sont Desca, ouais. vraiment aussi des révélations cette année. C'est vraiment intéressant de voir aussi bien Desca à la finition à l'aile Ouais. que Akfour en défense à la finition. C'est vraiment un lâche-rien et c'est des bons jeunes. Donc non, les trois méritent ce titre. Moi, je préfère Simonet, mais c'est vraiment personnel. Et pour finir, le meilleur entraîneur, alors Patrick Casal, pardon, ou Christian Godin de Saint-Raphaël. Moi, personnellement, j'ai mis Christian Godin. Messieurs, je vous écoute, Mika, Casal, ouais, Benoît. un peu moins austère. Patrick Casal aussi parce que je les connais un peu aussi et je pense que malgré un début difficile en tant qu'entraîneur, voilà, il a pris une équipe, il s'est retrouvé à la tête en tant que numéro un, c'était compliqué, il a eu des résultats un petit peu difficiles, mais malgré tout, il a reçu surmobiliser son groupe, il a rien lâché et ça a porté ses fruits avec une saison quand même qui est plus que satisfaisante pour Dunkerque. Et pour finir, Stan, ton avis? Et Canaillé, hein, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour quand même tenir Montpellier à un bon niveau, donc je pense que ça lui revient. Et ben voilà, je pense qu'on peut finir cette émission. Je vous invite tous, chers auditeurs, à mettre un peu votre équipe type sur la page Facebook pour comparer un peu et voir, voir un peu les meilleurs joueurs. La semaine prochaine, on fera, et au grand plaisir de Michael Iles, la partie féminine, hein. Là, c'est pareil, j'imagine que tu t'es empressé à voter, Oui, Mika, j'ai là-dessus. voté, mais les trois quarts, je les connaissais pas en fait. Donc voilà, on le fera la semaine prochaine en espérant, pourquoi pas, Mika, fêter ton titre également. On l'espère tous. Ouais. Messieurs, on a vécu une bonne émission avec un seul invité, mais c'était quand même assez sympathique. Benoît, prochain match contre Nantes, c'est un match difficile, mais un match qui pourrait vous assurer encore une année de plus en ADNH. Ouais, ouais, un match compliqué avec une équipe de Nantes malgré ses absences en pleine confiance. Donc à nous de rester sur notre dernière sortie et de voilà terminer voilà cette aventure chaotique 2011-2012 au moins avec un maintien et pouvoir comme je le disais tout à l'heure se projeter sur l'année suivante. Benoît, Mika, pardon, bah voilà, on l'a dit, on l'a longuement répété, match capital. Ça doit être difficile peut-être psychologiquement de jouer toute la saison sur un match. C'est un peu les playoffs pour vous. Ouais, ouais, bah, c'est une finale, hein, donc on va la jouer comme telle, et puis il faut la prendre comme ça, parce que si on la prend comme un match comme un autre, bah, c'est là qu'est le risque de se faire piéger, donc il faut vraiment se mettre une pression toute particulière, et pour l'instant la pression nous a plutôt réussi, donc à continuer. Et puis Stan, lundi, liberté pour les auditeurs. Mercredi, si Mercredi, tu veux. pardon. Ouais, donc bah, on parlera d'AS Saint-Étienne, hein, on recevra des supporters de l'AS Saint-Étienne. On parlera aussi bien sûr du Paris Saint-Germain, de beaucoup d'actualités, donc comme d'habitude à ne pas louper. Moi je rajouterai aussi que j'espère que bah, ça va bien se passer pour Mika, j'aime bien les histoires qui finissent bien. Et bah, ce serait bien qu'ils accèdent à la LNH, hein. Ça sent Mika, c'est un compétiteur, donc ça nous promet de belles émissions l'année prochaine en plus. Et puis, j'aimerais remercier également Vanessa, qui va se reconnaître de Tremblay, qui pub vraiment pour nous, que ce soit sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Donc, on la remercie, pardon. Et également, allez, je vous annonce pas parce que j'ai pas droit, donc je le dirai pas, mais il y a une grande star de Ligue, une ancienne star de l'équipe de France de foot et de Ligue 1, forcément, et qui a joué aussi dans les plus grands championnats européens, qui sera avec nous dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot très prochainement. Vous saurez le nom sûrement, allez, demain dans la soirée. Mais voilà, j'ai promis de rien dire, donc je ne dirai pas. Et puis la semaine prochaine, un grand rendez-vous en espérant, en souhaitant bonne chance à Mika, à Benoît et à Stan pour son émission. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Bisous, ciao. Alors, Ciao. Ciao, ciao. De 20h30 à C'est bon, on n'est plus en